Le claquage de porcelets, en fait, c'est qu'on prend les porcelets et on les claque soit au sol, soit sur une barre en métal ou ce qu'on a. On claque au niveau de la tête, en fait, et ça fait une mort cérébrale et il décède en quelques secondes. Ça me conditionne vraiment à la violence. Je me suis vraiment vue faire des choses, je me suis dit, mais jamais j'aurais fait ça. Il y a quelques semaines, dans le cadre d'une vidéo sur l'élevage de cochons, j'ai rencontré Anaïs. Anaïs, elle a un parcours incroyable. Elle a grandi au sein d'une famille d'agriculteurs. Elle aimait bien être au contact des animaux, donc c'est tout naturellement qu'elle s'est dirigée vers l'élevage. Mais son parcours, il a été bouleversé par la découverte des dessous de l'élevage. Et elle va nous parler des pratiques standards qui recouvrent aujourd'hui 95% des élevages de cochons. Elle va nous parler du claquage des porcelets, de l'insémination des truies, qu'on met dans des cages où elles peuvent même pas se retourner. Mais elle va aussi nous parler de son burn-out. Et on va donc vous livrer son témoignage, vous allez voir, ça vaut le détour. On voulait aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous regarder à chaque fois qu'on sort une vidéo et à nous suivre sur notre page YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez au courant dès qu'on sort une vidéo. Et maintenant, on va parler un petit peu d'Anaïs. Juste ici. Super. Bonjour Anaïs. Bonjour Hugo. On est très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Je précise que notre discussion se fera, en tout cas en ce qui te concerne, de façon anonyme. Tu nous as demandé de cacher ton visage ou des éléments reconnaissables parce que tu nous disais que toi, mais surtout ta famille, qui sont encore dans un milieu qui est assez connecté au milieu de l'élevage, vous aviez peur, tu avais peur pour eux, qu'il y ait des répercussions là-dessus. Donc évidemment, on a respecté ton choix. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours? Aujourd'hui, tu me disais un petit peu plus tôt hors caméra que tu travaillais comme assistante vétérinaire, c'est oui, ça? Oui. D'où tu viens? C'est quoi ton parcours exactement? Alors, déjà de base, je viens pas du tout de cette région ici, ouais. Qui est la Sarthe. Je viens vraiment de beaucoup plus loin, dans une région où l'élevage est plutôt connu. Il y a quand même beaucoup d'élevage, plus d'élevage que en milieu agricole que de céréales. Et donc du coup, j'ai de la famille dans ce milieu-là, et tout simplement, en fait, je me suis dirigée comme ça vers le milieu agricole parce que j'aime beaucoup les animaux. J'ai toujours eu beaucoup de sensibilité pour les animaux. Petite, je montais à cheval. Vraiment toujours au milieu des animaux. Ma maman m'a toujours dit, de toute façon, tu travailleras dans les animaux, c'est ce qui te définit le plus. Et donc, du coup, comme ça, j'ai fait mon parcours scolaire. Donc, j'ai commencé par des études agricoles. Donc, j'étais jusqu'en BTS production animale. Donc, vraiment pour le côté productif, essayer d'améliorer les choses pour que ça produise toujours plus, toujours plus. Ouais. Oui, alors effectivement, du coup, c'est des études, en général, qui amènent à faire quel type de métier? Alors vraiment, le BTS, c'est plutôt tout ce qui est ce qu'on appelle technicien d'élevage. Donc vraiment le côté aider les agriculteurs à produire, tout ce qui est insémination, tout ce qui est vraiment le côté productif. Pas forcément être éleveur, mais aider les éleveurs en fait, surtout. Donc travailler en élevage. Ouais, au niveau de l'élevage. Et donc du coup, pour arriver à les aider, forcément par le biais de l'école, on travaille dans les élevages aussi. On va faire des stages au niveau des élevages pour se rendre compte du milieu, voir tout ce qui s'y passe, comment ça évolue en fait dans le milieu. Et donc du coup, ça m'a aussi permis de pouvoir travailler et dans des élevages plutôt extensifs et dans des élevages plutôt intensifs. C'est quoi la différence entre les deux? Le côté intensif, c'est vraiment quand on est complètement en bâtiment, qu'il n'y a pas d'accès sur tout ce qui est herbe, pouvoir bouger, se divertir comme on veut. Et le côté extensif, c'est plus quand les vaches vont dans les plaines broutées, elles reviennent le soir pour la traite. Là, on est plutôt sur le côté extensif en fait. Et le modèle dominant aujourd'hui, c'est plutôt extensif, intensif? Ça dépend des régions, j'ai envie de dire. Ça dépend vraiment déjà s'il y a la possibilité d'être extensif, s'il y a des régions beaucoup plus urbaines ou beaucoup plus céréalières, et du coup il y a beaucoup moins de champs qui sont disponibles pour les animaux, donc là on reste sur de l'intensif. Et ça dépend aussi de la demande. Par exemple, tout ce qui est Bretagne, il y a énormément d'élevage porcin. Tout ce qui est porcin, volaille, etc., c'est quasiment que de l'intensif, à cause des maladies, à cause de la façon dont on élève les animaux, parce que c'est un surnombre. Donc forcément, plus il y a d'animaux, moins on peut les mettre dehors. Donc forcément, ça joue un petit peu sur si on est extensif ou intensif. D'accord. Et donc, tu me disais, petite, j'aimais beaucoup les animaux. Je vivais avec une famille qui était aussi un peu dans ce milieu-là. Et donc, du coup, j'ai eu envie de faire un BTS production animale. C'est ça? En fait, le milieu agricole, c'est ce qui m'a
en premier sauter aux yeux, ne serait-ce que par le salon de l'agriculture où on voit les animaux. Enfin, le milieu animal est tout de suite rapproché à l'agricole. J'ai voulu aussi aller dans le milieu du cheval, mais alors là, c'était très compliqué. Ouais. On se rend bien compte qu'il faut faire beaucoup d'heures, pas beaucoup dormir et donner beaucoup de soi, que le milieu agricole est tout de suite plus accessible. En plus, j'ai été beaucoup soutenue du coup par ma famille qui connaissait un petit peu les filons, les lycées où on pouvait s'inscrire, etc. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'y suis allée. Déjà à cette époque-là, quand tu es dans ce milieu-là et que tu parles beaucoup de ton affection pour le soin que tu apportes aux animaux, tu me dis les naissances, c'est le moment le plus intense, c'est le moment le plus fort. Comment est-ce que déjà à cette époque-là, tu vis le fait que c'est qu'une partie du chemin, que la destinée de tous ces animaux à la fin, c'est l'abattoir? En fait, je la vois pas. Ok. Je me suis rendu compte que je l'ai jamais vue avant. Petite, je mangeais de la viande, ma famille mange de la viande. On l'entend, mais on ne le voit pas. À l'école, c'est pareil. On a quand même tendance à beaucoup nous cacher ce côté-là. Alors, c'est pas vraiment cacher, mais d'amener les choses de façon à ce que ce soit normal. Ouais. On normalise la chose. Par exemple, du coup, j'ai étudié le côté élevage porcin. Donc, le fait qu'il fallait couper les queues, enlever tous les stéréotypes de morsure, d'ennui, d'attaque, en disant, c'est pour leur bien. Qu'on le fait, c'est pour éviter qu'ils aient des problèmes après. Les cornages des vaches, c'est pour éviter qu'elles se coincent, qu'elles se blessent entre elles. Tout ça est fait tout est normalisé. On se dit, on l'entend, mais on le voit pas. Et puis, en plus, quand on est jeune, c'est pas nous qui amenons le côté abattoir. Les vaches s'en vont, mais elles partent dans un camion, mais c'est fini, quoi. Voilà. On coupe, le récit s'arrête à ce moment-là, en fait. On se rend pas bien compte de ce qui peut se passer après. Donc, il y a juste eu un moment donné, donc par le biais de mon cursus scolaire, on a été visiter un abattoir, où là, du coup, ça nous révèle un peu plus de choses, mais toujours pareil dans ce cercle où c'est normal. C'est la vie. Si tu veux manger de la viande, si tu aimes ça, alors en plus j'aimais jamais trop ça la viande. Ouais. Petite, je faisais des boulettes dans ma bouche, je la crachais, j'étais assez compliquée à faire manger de la viande. Mais comme c'était normalisé, je pense qu'en fait je m'en rendais pas compte. Ouais. Et puis je me dis, quelque part, la jeunesse, c'est la plus facile à amener dans le sens où on veut emmener. Et c'est vrai que jamais je me suis dit, dis donc, cette vache-là, je l'aimais bien, elle est partie, et je la retrouve dans mon assiette. Jamais je l'ai associée. Ça n'a jamais été le cas. Donc, tu visites un abattoir et en fait, on t'explique un peu que c'est le coût de la viande, c'est un peu inéluctable en fait. C'est un peu un passage obligé qui est pas agréable et qui fait de la peine à tout le monde, mais c'est comme ça. En fait, il y a même pas d'explication, c'est que moi ça me dégoûte sur le coup de voir toutes ces carcasses. On a vu en plus la mise à mort quand on fait le coup de matador dans la tête d'une vache. Mais en fait, je pense que je suis avec les camarades, l'ambiance fait que ça m'a dégoûté sur le coup, j'ai pas regardé, mais je n'ai jamais eu ce moment dans ma tête qui s'est dit cette vache-là va venir dans mon assiette. Je suis sortie de l'abattoir où je me suis dit c'est horrible ce qui se passe là-dedans, mais j'ai pas fait de rapprochement. Mais à ce moment-là, tu te dis en fait même pas toi, mais tout le monde en fait te dit en fait c'est un peu le coût incompressible. C'est comme ça et on peut pas trop faire autrement et donc tu passes à autre chose. Ouais. Donc tu finis ton BTS. Ouais. Et après qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait tout simplement j'ai suivi mon compagnon donc du coup dans cette région, donc je suis partie plein de kilomètres. Ouais. Et donc là, il fallait que je trouve du travail. Donc mon premier travail a été de chercher dans le milieu agricole. En plus, du coup, le milieu agricole est quand même fait de beaucoup de bouche à oreille. Donc au début, j'ai eu un peu de mal à trouver. Donc le premier qui m'a proposé un emploi, je l'ai tout de suite accepté. Et j'avais jamais encore vraiment trop travaillé dans le porcin. J'en avais beaucoup parlé à l'école, etc. Mais j'avais pas beaucoup travaillé en porcin. Et donc du coup, j'ai été travailler dans un élevage porcin intensif avec 200 mères et la taille d'un élevage habituel, on va dire, plutôt normal, quoi. Ok. C'est un élevage normal, c'est... Un élevage normal, il y a 200 mères. Donc là, c'était un élevage naisseur-engraisseur, donc 200 truies qui sont présentes sur le site. Ouais. Et donc engraisseurs, tous les petits sont engraissés sur place et partent au bout de quelques mois, même pas mois, je sais plus exactement, mais au bout de quelques jours en abattoir. Mais c'est ça à peu près, c'est des élevages avec 3-4 bâtiments. Donc du coup, si je résume, notamment pour les gens qui connaissent pas bien comment ça marche.
Donc du coup, celui-là, il est naisseur-agresseur. Donc ça veut dire que des fois, il y a juste des naisseurs où du coup, c'est les truies qui mettent bas. Et ensuite, une fois que les petits atteignent quelques jours, c'est ça, ou quelques semaines, quelques semaines, on les déplace où ils sont chez l'engraisseur. Ouais. Donc là, ils sont transportés en bétaillère ou des choses comme ça. Et puis là, du coup, il y a un deuxième stade d'élevage qui va durer quelques mois, c'est ça? C'est vers 6 mois? Oui, c'est à peine. À peine 6 mois qui partent. C'est les poids surtout. C'est sur le poids, c'est les courbes de poids. Oui. Ouais, d'accord. Donc maximum à peu près au bout de 6 mois. Là, ils sont retransportés, mais vers l'abattoir. Ouais. Et donc, celui-là était naisseur-engraisseur. Ouais. Donc, ça représente à peu près 200 truies. Oui. Et à l'engraissage, c'est à peu près combien de cochons, tu dirais? Je ne saurais pas dire combien il y avait de cochons, mais il y a plus de 1000 cochons sur le... Et ça, c'est de taille moyenne? Oui. D'accord. OK. Et donc, il y a combien de personnes en général qui travaillent dans ce type de structure? Il faut combien de personnes pour s'occuper de plus de 200 truies et 1000 cochons? Alors, 1 à 2 personnes, ça dépend comment on s'organise. 3, c'est l'idéal parce que là, du coup, ça permet de faire des roulements, d'avoir du repos, mais ça peut être géré par 1 personne. C'est énormément de travail, mais ça se gère très facilement dans le sens... Enfin, très facilement, façon de parler, mais tout est robotisé. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, 200 truies, ça paraît énorme pour une personne. Une personne peut gérer 200 mères avec toutes les mises bas, etc. Parce que elles sont nourries par un système de soupe. Donc du coup, tout est robotisé. Ça fait son mélange avec les graines, etc. Et ça vient distribuer automatiquement. Donc il y a juste besoin de surveiller que la soupe tombe bien, qu'il n'y a pas un bouchon et qu'elles puissent manger à leur faim. Et comme en plus elles sont dans des bâtiments où elles sont complètement fermées, qu'elles ont vraiment une cage où elles sont juste leur taille à elles, il y a juste à nettoyer derrière elles, pas comme s'il y avait un champ entier à nettoyer, et donc du coup on passe derrière, on enlève les déjections, on soulève la grille, ça tombe dans la fosse qui est juste derrière, et on fait ça au fur et à mesure, donc c'est du travail à la chaîne, on va dire, et on peut parfaitement tout seul gérer les 200 truies. Les 200 truies. Ouais. Donc du coup ça veut dire que le temps que tu passes avec une truie sur une journée, c'est quoi? 40 secondes? Oui, en plus ça dépend de la sensibilité qu'on a, parce que moi je sais que personnellement les truies les plus sympathiques, je leur faisais quand même une gratouille, quelque chose, mais c'est vrai que sinon si on n'a pas besoin, c'est 40 secondes, 1 minute, le temps de vraiment regarder si tout le monde va bien, un peu plus quand il y a les petits autour, parce qu'il faut quand même regarder les petits, voir s'il n'y a pas de maladie, de choses comme ça qui se développent pour éviter de la perte en fait, mais sinon... oui, c'est ça. Ça veut dire que si c'est un truc un peu discret, si le symptôme ou l'anomalie, entre guillemets, c'est pas pile quand tu passes devant, en fait, après c'est au prochain cycle, quoi. C'est ça, ça va très vite. Alors après, les animaux, surtout les animaux d'élevage comme ça se voit très rapidement dans le sens où ils arrêtent vite de manger. Et on sait que si ça mange pas, parce que justement quand la soupe tombe, surtout un cochon, on dit bien qu'un cochon mange tout et n'importe quoi. Donc quand la soupe arrive, elles sont même extrêmement énervées parce qu'en fait elles entendent le bruit de la machine, elles savent qu'elles vont manger, donc ça les met en condition. Donc on sait tout de suite que si une truie ne s'est pas levée ou elle a pas eu envie de manger, il y a un problème, on prend la température, il y a de la température, donc on sait déjà qu'il y a un problème. Et donc du coup tu débarques dans cette structure où tu vois les 200 truies, où tu vois les 1000 porcelets qui sont mis à l'engraissement. Bon, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Comment tu prends tes marques et qu'est-ce que tu te dis? Alors au début ça allait, parce que du coup c'est tout nouveau, j'arrive, je fais mon travail, on va dire, et en fait au fur et à mesure des semaines je me rends compte qu'il y a un très gros problème dans ce genre d'élevage. En fait je supportais plus l'idée de travailler ici de travailler dans ces élevages-là, de voir en fait déjà des animaux enfermés. Vraiment, elles ont une cage où c'est leur taille. Elles peuvent pas se retourner, elles peuvent pas bouger, elles peuvent rien faire. En plus, elles sont énormes. Les problèmes de pattes, tout arrive en même temps. Ce qui m'a surtout beaucoup choquée au niveau des cochons, c'est leur regard. Ils ont exactement le même œil que nous, tout est fait pareil, le même iris, la même pupille, et en fait de voir leur regard à travers des barreaux, de les voir mordre les barreaux d'énervement, etc. Ça m'a beaucoup choquée. Du coup, je me suis mise à avoir de plus en plus de sensibilité pour elles, de passer du temps avec elles, de leur parler, d'essayer de les apaiser. Donc du coup, ça les apaisait beaucoup, elles se sentaient mieux, ce qui est du coup intéressant
d'un point de vue travail, où du coup, mon patron était très content de voir que les truies se sentaient bien avec moi. Ça m'a un petit peu au début réconfortée parce que j'apportais mon côté sensible et je faisais une attache avec les truies. Sauf que derrière, on me demandait toujours plus d'aller de plus en plus vite, en fait. Ça a été un cumul. Il y a eu les petits qui sont arrivés. Donc les petits, au début, on s'y attache. C'est mignon, ils arrivent et tout de suite, en quelques jours, on me dit, même pas en quelques jours, en quelques heures, parce que du coup, en fait, c'est des truies qui peuvent faire jusqu'à 15-20 porcelets. Ouais. C'est énorme pour un cochon. Dans la nature, s'ils en font 5, 6, 7, c'est magnifique. Et donc souvent, sur ces portées-là, il y a des petits chétifs. Il y a les tout petits cochons, ceux qui peuvent pas vivre, ou alors qui pourraient vivre, mais qui ne... il n'y a pas assez de tétine, en fait, auprès de la mère. Et là, mon patron me dit directement, ceux-là, faut les abattre. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour les abattre. C'est qu'en fait, on les claque au sol ou sur les grilles. Donc moi, personnellement, j'ai jamais réussi. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le claquage, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est? Alors, le claquage de porcelets, en fait, c'est qu'on prend les porcelets et on les claque soit au sol, soit sur une barre en métal ou ce qu'on a. On claque au niveau de la tête, en fait, et ça fait une mort cérébrale et ils décèdent en quelques secondes. Mais du coup, donc on les prend généralement par les pattes arrière, je crois, c'est ça? Oui, on les prend par les pattes arrière et en fait, on les projette très vite contre le sol ou une barre en fer. Pour les claquer, les éclater. En espérant que ça marche du premier coup. En espérant que ça marche du premier coup, et ça marche pas toujours du premier coup. Ah, ça doit être horrible. J'en ai fait quelques-uns au début parce que du coup, on me demandait de le faire, sauf que moi, je l'ai loupé à chaque fois. Donc, je les voyais ouvrir la bouche, agoniser, montrer qu'ils étaient toujours là, mais qu'ils souffraient en fait, ou alors ils étaient pas forcément là parce que du coup, le cerveau était touché, mais le reste du corps était encore vivant. Et moi, clairement, j'avais dit ça, je ne peux pas le faire. Et du coup, il m'avait dit, il y a pas de souci, tu les mets de côté et je le ferai. Mais inconsciemment, je savais qu'ils allaient être tués et de façon barbare et horrible, quoi. Et ça, qu'on se le dise, c'est une pratique qui est standard, qui est commune à un élevage typique. Ah oui. On n'est pas sûr, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça fait partie du cycle de vie du produit, du jambon, entre guillemets. C'est ça. Quand on mange du cochon, ça implique un système d'élevage qui, dans 95% des cas, si c'est pas plus, nécessite de réguler justement les naissances pour arriver à un nombre de porcelets optimal par rapport au nombre de tétines, c'est ça? C'est ça, puis en fait, c'est juste que ces petits porcelets-là, en fait, vont mourir. Quoi qu'il arrive, parce que les plus gros prendront la tétine et eux vont pas se développer et vont mourir de faim et de soif parce que ils n'accéderont pas à la tétine en fait. Donc même si on essaye de faire des lots sur des mères qui en ont eu un peu moins, elles en ont toujours beaucoup trop et donc du coup vraiment les tout petits chétifs, on est obligé de passer par là. Et puis même ce serait moins rentable parce que de toute façon c'est des cochons, je crois, qui auront une courbe de poids, même si on arrive à optimiser leur nutrition pour qu'ils survivent à ces premiers stades, ce sera jamais de toute façon des cochons très gras, très gros. Très gros ou alors trop tardivement. En fait. C'est trop tardivement. Ils vont coûter plus cher, voilà, c'est tout à fait ça. Donc du coup, ils finissent le plus vite possible. D'accord. Ok, donc tu plonges dans le bain. En plus de ça, j'imagine que du coup, tu pratiques aussi tes premières castrations, codectomies. Alors, castration, j'ai eu la chance, donc j'en ai entendu parler, j'en ai beaucoup parlé à l'école, donc les castrations à vif. Par contre, je n'ai pas eu à le faire parce que du coup, on faisait le fameux départ plus tôt sur la viande pour éviter justement d'avoir à les castrer. Ok, parce donc, que juste ça donne un goût, c'est ça? En fait, ça donne un goût à la viande qui est alors exactement je saurais pas dire, mais qui donne un genre de goût un peu ammoniaque, un peu plus fort à la viande. Et c'est vrai que quand on mange du jambon blanc, les gens disent toujours c'est simple, il y a pas grand goût en fait. Et donc au final, il y a deux techniques, soit on les fait partir plus tôt, c'est ce que tu avais, ça, soit la castration. Soit la castration, oui. D'accord. Et donc ça il y avait pas, vous les faisiez partir un peu plus tôt. Oui. Ce qui est encore autre chose. Mais la codectomie, ça tu le faisais? Oui, ça c'est obligatoire. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Alors c'est illégal en France, mais c'est drôle justement. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, donc les cochons naissent avec une queue. Ils ont vraiment une queue qui part en tire-bouchon et qui peuvent bouger en plus. Justement, moi je l'ai vu après sur d'autres cochons, ils peuvent la déteindre et la renrouler. Donc vraiment, ils ont une bonne queue. Et donc cette queue-là, le problème qu'il y a, c'est que comme les cochons sont ensuite enfermés dans des bâtiments qui s'ennuient, ils ont pas de jeu, ils ont pas d'herbe, ils ont rien à faire, alors qu'un cochon, ça a besoin de brouter,
ça a besoin de faire plein de choses pour pouvoir être bien dans sa tête. Et bien, la seule chose qu'il y a d'intéressant, c'est la queue ou les oreilles du copain à côté qui bougent. Et donc, du coup, ils viennent à croquer les queues et les oreilles. Donc, les oreilles, on peut pas les couper. Par contre, les queues, on peut les couper. Parce que sinon, s'ils se les grignotent entre eux, le problème qui se passe, c'est que ça nécrose, ça s'infecte, ça fait des plaies qui sont vraiment pas jolies. Et du coup, derrière, ça peut créer des septicémies ou des complications. Donc, en fait, on coupe le plus court possible cette queue-là. Et donc, ça se fait totalement conscient. Il n'y a pas d'anesthésie. Et en fait, on prend une pince qui chauffe en même temps, donc ça coupe et ça cautérise en même temps, et on fait ça à la chaîne sur tous les porcelets pour... À quel âge on fait ça? Si les porcelets? Quelques jours. Quelques jours. Voire quelques heures. Ouais, d'accord, bienvenue quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Et toi, t'es dans quel état d'esprit quand tu fais ça? Ils se débattent ou tu sens qu'ils hurlent? Ouais, ils hurlent énormément. Okay, Alors déjà, ils sont choqués d'être pris. Ouais. Mais ils sont déplacés de leur mère, en fait. Voilà, on les prend, ils sentent une pression, ils comprennent pas. La douleur, on sent bien qu'ils la ressentent puisqu'ils se mettent à hurler encore plus quand on le fait. Comme les petits hurlent, les mères se mettent à toutes s'énerver. Elles stressent. Mon petit. Ouais. En plus, elles peuvent pas bouger, elles savent qu'elles sont enfermées, donc du coup, on entend bien que ça hurle dans tous les sens. Okay. Donc, en fait, on les repose, ils vont tout de suite à la tétine pour pouvoir soulager en fait leur douleur. Et donc, du coup, pendant le temps, je saurais pas dire combien de temps ça prend, mais si ça nous prend 1 heure, pendant 1 heure, on est dans la salle et on entend tout le monde hurler et à faire notre travail à la chaîne. Et une fois qu'on s'en va, on entend tout se réapaise et on sait qu'on a fait du mal à tout le monde. Ouais, d'accord. Ouais, aussi bien mal physique que mal mental, parce que c'est un stress énorme pour tout le monde. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe là dans ta tête à ce moment-là? Comment tu te sens? Ça a été je pense que ça fait partie des pires moments que j'ai eu à faire. Ouais. Très honnêtement, j'y ai travaillé très peu de temps. J'y ai travaillé que 6-7 mois dans ce genre d'élevage et je suis partie en dépression. Ah ouais. Je suis partie en dépression. C'est là où du coup, je me suis rendu compte de la violence qu'il pouvait y avoir dans l'élevage, où on appelle ça des soins, parce qu'on appelle vraiment ça les soins au porcelet, même à l'école, on apprend c'est les soins au porcelet, mais c'est pas un soin. Ouais, la novlangue. C'est une mutilation pour pallier à des comportements qui ne devraient même pas exister, dû au fait que on les enferme, on les oblige à être là, on leur fait vivre un stress qui est horrible, même s'il y a des gens qui vont nous dire oui mais ils ont pas le même esprit que nous, ils réfléchissent pas comme nous. Ah oui, ils vont pas signer du Pythagore ou des choses comme ça, mais ils ont des sentiments, ils ressentent la douleur, ils ressentent le stress. Là je le voyais bien avec les mères qui comprenaient pas pourquoi les petits se mettaient à hurler. Enfin, je sentais bien aussi que si elles étaient pas dans une cage et que quand je prends le petit, si elle pouvait venir me bouffer, elle viendrait me bouffer. Ouais. Elle veut sauver son petit, elle comprend pas pourquoi on lui fait du mal. Donc vraiment découvrir ce stress, ça m'a beaucoup choquée. Et en plus, sur cet élevage-là, j'ai eu aussi à aider en engraissement. Ok. Et donc du coup, en engraissement, le plus choquant pour moi, ce que j'ai eu le plus dur à faire aussi, c'est qu'en engraissement, on marque les cochons. Donc en fait, pour partir à l'abattoir, donc ils ont les boucles. Ça c'est un numéro d'élevage. Mais pour partir à l'abattoir, en fait on appelle ça le marquage des cochons, c'est-à-dire qu'en fait on vient leur imprimer à l'encre le numéro d'élevage sur la chair, les tatouer, un tatouage. Ouais. Pour qu'après il soit relu sur la carcasse quand il sera dépecé et mis à l'abattoir. D'accord, c'est un moyen d'identifier la carcasse. C'est comme ça qu'on identifie les carcasses. Et donc en fait ce fameux marquage, c'est une plaque à peu près grande comme ça, avec plusieurs picots qui dessinent donc les chiffres, les lettres, etc. de l'élevage. Et dedans, il y a de l'encre. Et en fait, on vient frapper les cochons sur le flanc, sur le côté des cochons, faire rentrer ces picots dans la chair avec l'encre pour que ça fasse un tatouage. Mais un tatouage assez violent et non voulu. Ouais. Et c'est quelque chose aussi que j'ai eu énormément de mal à faire. Ouais, parce que comment ils réagissent les cochons quand ils ont... ils hurlent, ils ont mal. Alors au début, c'est un cochon, c'est très convivial avec l'humain. Donc ils viennent vers nous. Oh, aujourd'hui c'est l'heure de manger, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait on arrive et on tape le premier qui se met à hurler, le deuxième qui se met à hurler, et là ça devient la panique. Et donc du coup comme ils sont dans des petites cases, on arrive à taper tout le monde, mais ça devient vite, ils ont peur de moi, on le bien voit. Sûr. Et moi-même de faire cet acte, t'as l'impression de les trahir, j'imagine. C'était horrible parce que du coup je tapais un animal. Et en plus ce qui a été
très dur, c'est que quand ils sont mal marqués, les éleveurs ont des pénalités. Quand le tatouage n'est pas assez lisible, ils ont des pénalités et du coup on les prévient que les animaux sont pas assez marqués, donc ça veut dire qu'on n'a pas tapé assez fort. Donc du coup l'éleveur me disait il faut vraiment que tu tapes plus fort parce que du coup les cochons sont pas assez marqués. Et forcément on me le dit, je le fais de plus en plus fort et en plus ça me conditionne vraiment à la violence. Je me suis vraiment vue faire des choses, je me suis dit, mais jamais j'aurais fait ça. Mais comme on me disait, il faut que tu le fasses, il faut le faire. Et puis, ça reste un patron, c'est au-dessus de moi, donc ça me pousse. Je l'ai fait de plus en plus fort, au point qu'il y a eu une fois où j'ai tapé trop bas dans l'estomac du cochon. Il a vomi. J'ai cru que je l'avais tué, j'ai été voir mon patron en lui disant mais je l'ai fait vomir, il va mourir, il va se passer quelque chose. Et du coup, il m'a dit non, t'inquiète, c'est pas grave, il va repartir, t'inquiète pas, tout va bien. D'accord. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es... Enfin, je sais même pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ok, là c'est trop? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur? Il n'y a pas vraiment eu de moment déclencheur. Je me sentais mal. Ouais. J'étais conditionnée dans le mal. J'allais tous les matins au travail avec la boule au ventre, avec ce sentiment de je suis pas bien, ce que je fais, ça me plaît pas du tout, ça va pas, mais j'ai besoin d'argent. J'ai passé 1 an au chômage où j'ai eu du mal à trouver du travail, où déjà ça m'avait déjà beaucoup choqué de pas trouver de travail. Mais je me suis dit, mais si j'arrête, j'ai quoi derrière? Je fais quoi derrière? Puis c'est pour ça que tu avais été formée. Donc en plus, tu dois te dire, en fait, c'est ça. C'était plus ou moins ça, parce que du coup, j'avais jamais travaillé en porcin, donc c'est vrai que quelque part, j'ai surtout découvert le porcin intensif. Ouais. J'en ai pas du tout fait rapprochement avec l'élevage laitier ou des choses comme ça. Je me suis vraiment dit que ce type d'élevage, c'est pas possible. Okay. On peut pas se permettre de faire des choses comme ça aux animaux. Moi, je ressentais tout le stress, ce regard des truies qui étaient malheureux, j'ai vu des mères manger leurs petits qui venaient de naître parce qu'en fait, elles comprennent pas et elles ont juste mal. Et quand ils passaient devant elles, crac, elles le mangeaient. C'est un défouloir? C'est quoi? Oui, je pense. Elles voyaient quelque chose passer, elles ont mal, elles sont en train de mettre bas, elles comprennent pas, elles sont stressées. Et je pense que le premier qui passait devant, elle l'éventrait, quoi. Ouais. C'était vraiment, il y avait des moments où je me disais, mais je suis où? Et en fait, j'ai arrêté l'élevage, mais parce que il y avait un mal-être commun, et du coup, en fait, mon patron m'a dit lui-même stop. Ah, c'est lui. Et moi, du coup, j'ai dit, mais de toute façon, oui, stop. Ouais, on fait une rupture de contrat conventionnel, on arrête tout. Ouais. Ni vous ni moi, ça va aller, donc stop. Parce que lui, il te voyait en fait évoluer, aller de plus en plus mal. Puis, il devait être désemparé lui aussi. Parce que du coup, inconsciemment, je me cachais aussi pour ne pas le faire. Tu procrastinais un peu. Au final, il fallait quand même que je le fasse. Donc du coup, lui, ça lui convenait pas non plus. Tu produisais moins? Voilà, tout à fait. Et en fait, je sentais que j'allais mal, mais pas à ce point-là. Et c'est quand j'ai arrêté que je me suis rendu compte que j'allais pas bien. Et mon compagnon me l'a dit. Il m'a dit, là, il y a quelque chose qui va pas parce que t'es à la maison, t'es pas bien, ça va pas. Okay. J'ai bien senti que ça m'avait un peu détruit d'avoir vu et fait tout ça. Mais quelque part, en fait, j'ai eu de la chance peu de temps après, parce que du coup, je me suis tout de suite remise en recherche d'emploi. Alors, pas du tout forcément dans l'élevage, ni l'agricole, ni quoi que ce soit. Donc, ce qui a un petit peu aussi prouvé que ça m'avait quand même un peu dégoûtée. Et donc, du coup, en faisant toutes mes recherches, je suis tombée sur une annonce de service civique. Okay. Donc, le service civique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui est pas vraiment rémunéré. Ça doit être 5 ou 600 par mois. Voilà, c'est plus de l'aide au début. C'est une forme d'aide, de bénévolat un peu rémunéré. Et donc, du coup, c'est le refuge Groing-Groing qui proposait ce service civique-là. Et donc, du coup, j'en avais parlé à mon compagnon. J'ai dit, écoute, de toute façon, moi, j'ai besoin de me relancer. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais pas rester au chômage à la maison. De toute façon, j'en touchais pas beaucoup vu que j'avais fait que 7 mois de travail. Donc, j'ai dit, dans tous les cas, c'est juste à côté de la maison. J'y vais, quoi. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé au refuge Groing-Groing. Et c'est quand j'ai commencé au refuge Groing-Groing que j'ai découvert quelque chose de totalement différent. C'est l'élevage de rêve, entre guillemets. C'est ça, et en plus, ça m'a aidé du coup à ne plus être dans mon stade de dépression pas bien, parce que du coup j'arrive dans un cadre complètement idyllique, des animaux partout qui font leur vie, qui sont bien, qui broutent, qui font vraiment ce qu'ils ont envie, qui ont des interactions avec moi, parce que du coup même en élevage, les animaux ont des interactions avec nous, mais parce qu'ils nous connaissent et qu'on crée un lien avec le soin, mais c'est pas... c'est vraiment ah oui, toi je sais que tu vas me traire, salut, allez, fais-moi une gratouille si ça te dit, mais il n'y a pas ce côté comme un chien ou un chat qui est content de nous voir, qui cherche à avoir une interaction avec nous, alors qu'ici au refuge Groing-Groing, c'était
les animaux vraiment contents de nous voir, envie d'être avec nous, le chat qui vient nous câliner, les cochons qui viennent en chantant « Oh, salut, toi, comment tu vas ?» Donc vraiment, c'est quelque chose de complètement différent. C'est ça, c'est de la cohabitation. Et en plus, ça m'a complètement brisé mes études parce que je suis passée de un cochon qui mange juste de la soupe, qui voit pas un brin d'herbe, je ne savais même pas qu'un cochon, ça broutait. Et ici, ils broutent et ils en ont besoin. Donc vraiment, l'enfer et le paradis, quoi. Complètement différent. Ouais. C'était Où assez, là, tu retrouves en fait ce qui t'épanouissait le plus dans tes études de production, de vraiment apporter du soin, t'occuper, et puis cette relation d'interaction avec les animaux, quoi, qui est pas que transactionnelle, du style bon là j'ai les mamelles gonflées, j'ai besoin d'être prêt, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais. C'était vraiment, et en plus on appelait le vétérinaire parce que on voulait aider, soigner l'animal pour qu'il vive en fait. Ouais. C'était pas oh ben non, faut appeler le vétérinaire parce que sinon on va le perdre, mais bon on va perdre 200 €, quoi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment là mon Dieu, ça va pas aller, il faut le soigner, il faut le sauver, quoi. Ouais. C'était vraiment pour lui, en fait. Lui, voilà, ouais. c'est ça. Pas pour sa viande, en pas plus, pour... ici, ils ont tous un prénom. Ouais. Ils ont vraiment une personnalité. On peut vraiment les reconnaître. On sent bien que l'animal dit industriel qu'on peut manger parce que du coup, ils ont pas de valeur, ils ont pas de sentiments. Mais non, en fait. Là, on se rend vraiment compte que, si, ils s'apprécient entre eux, ils nous apprécient parfois nous. Moi, au refuge Groing-Groing, j'ai noué des fois des relations avec des animaux qui étaient vraiment très intenses, qui étaient même, comment dirais-je, pas individuel le mot, mais il y avait une relation entre l'animal et moi qu'il n'avait pas avec d'autres personnes. Ouais, c'était singulier, quoi. C'était vraiment une reconnaissance et une affection mutuelle. C'était une personne. Et alors là, on est d'accord, au refuge Groing-Groing, à part les cochons qui sont déjà arrivés comme ça, aucun n'a la queue coupée de codectomie. Ouais. Et il y a pas le cas systématique que tu décrivais, où si on fait pas de codectomie aux cochons en élevage, ils vont se manger la queue, etc. Ici, il y en a pas. Il y en a pas du tout. Parce que en fait, ils sont pas mis dans des conditions de claustration ou d'enfermement, en fait. C'est tout à fait ça. Et en fait, alors le cochon a vraiment un sale caractère. C'est pas caractère de cochon, on peut dire. Oui, c'est pas l'animal le plus facile. C'est bagarreur, c'est territorial. Enfin, c'est un mâle qui a envie d'être tout seul, il va faire comprendre qu'il a envie d'être tout seul. Donc des fois, on peut avoir des bagarres assez violentes. Ouais. Quand on met un nouveau dans le troupeau, on sent qu'il faut être là pour essayer de séparer parce qu'il y a des moments où ça pourrait partir loin. Mais c'est juste de la bagarre. Il y a à aucun moment je n'ai vu un cochon se jeter sur l'oreille ou la queue de son copain juste parce qu'il s'ennuie ou juste parce qu'il a envie de le décharner, quoi. C'est pas des bisounours, en fait. Ils ont leur sale caractère des fois, mais au moins ils peuvent s'isoler, ils peuvent être tout seuls, ou alors il y a assez de place pour pouvoir être loin des autres. C'est tout à fait ça. Donc il n'y a pas les débordements qu'on peut voir en élevage, où effectivement quand ils sont parqués dans des tout petits enclos où ils sont tous ensemble, là il y en a un qui a envie d'être tout seul, c'est pas possible en fait. Et c'est là qu'on voit les trucs dégénérés où ils se bouffent ou des trucs comme ça. C'est tout à fait ça. Et en plus, il n'y a pas d'ennui puisqu'en fait, ils font leur vie. S'ils ont besoin d'aller dans leur trou de boue, ils iront dans leur trou de boue. S'ils ont besoin de brouter, ils broutent comme un cheval ou une vache toute la journée va manger. Donc en fait, ils ont toujours quelque chose à faire. Donc du coup, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas de « Oh, un truc qui bouge, je vais le manger ». Non, c'est vraiment, ils font leur vie. Ouais. Puis il y a un enrichissement du milieu. C'est-à-dire qu'ils ont du terrain, ils ont de la boue, ils peuvent retourner de la terre s'ils en ont envie. Et alors, je crois que pourtant, l'enrichissement du milieu en élevage, c'est obligatoire. Si on peut appeler ça un enrichissement. Alors, chez les cochons, une chaîne qui fait du bruit. Un truc qui part du plafond, un ballon où on a tapé 2 fois dedans et on s'est dit oui, il y a rien d'intéressant. L'enrichissement, il s'arrête à ça. Il y a pas de brosse, il y a pas de, il y a rien. Okay. Il y a vraiment rien. Oui, d'accord. Et moi, personnellement, je l'ai pas vu là où j'ai travaillé. Il y avait. Il y avait même pas. Il y avait une chaîne, de temps en temps. D'accord. Okay. Et donc il croquait dedans, il jouait un peu, ça faisait du bruit, mais c'était pas. Ok. D'accord. Et donc, du coup, tu arrives à Groing-Groing. Et là, en fait, ça te reconnecte à ce que tu aimais faire, aux soins aux animaux, etc. Et du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Eh bien là, du coup, déjà je revis, très clairement. Je retrouve le sourire, je retrouve l'envie d'aller travailler avec des personnes qui sont aussi chaleureuses que les animaux, parce que je me suis bien rendu compte que juste après c'était peut-être dans cet élevage-là, mais la relationnel humain, il y en avait pas du tout où je travaillais avant, alors que là une personne pour 1000 en même temps. Ça fait beaucoup et faut être très sociable si on veut créer du lien. Puis en plus, je pense que on est conditionné à ce qu'on voit, à ce qu'on
qu'on fait tous les jours et je pense que quand on fait du mal aux animaux, on reste conditionné au fait que... Puis on a envie de mettre peut-être une barrière pour se protéger aussi. Je pense qu'il y a beaucoup ça. Alors que donc au refuge Groingouin, on sent une bienveillance. Une envie de créer du lien, Vraiment quelque chose de beaucoup plus viable, qui se rapproche beaucoup plus de la nature, d'un comportement naturel et de ce qu'on devrait voir tous les jours en fait. D'accord. Et vivre tous les jours. Ouais. Et alors du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que ça a fait remettre en question d'autres choses? Parce que quand on pense à l'élevage parfait, entre guillemets, les images qu'on va avoir de l'animal heureux dans son élevage ou des trucs comme ça, bah probablement qu'on pourrait penser à Groingouin, et pour cause, en fait, il n'y a pas cette fameuse finalité, ce truc dont on parle pas vraiment, ou quand on y va, on est bien obligé, il n'y a pas l'abattoir. Mais du coup, voilà, comment toi, tu te positionnes quand tu rentres dans cet environnement avec des gens un peu différents qui veulent avoir un rapport aux animaux qui est différent? Bah déjà, par rapport à ce que tu as dit quand tu parlais de l'élevage, le meilleur élevage qui puisse exister, si aujourd'hui, comme quand on parle du bio, qu'on parle de toutes ces choses-là, en fait, un élevage idéal n'existe pas. À partir du moment où on fait produire un animal, que ce soit production de viande, production d'œufs, vraiment pour manger, ou même la production de loisirs, parce que du coup, il y a aussi les chevaux, par exemple, qui sont une production pour le loisir. Bien sûr. Il n'y a pas de bien-être. Il y aura toujours le côté productif qui prendra le dessus sur le bien-être. Donc du coup, un refuge comme Groingouin ne pourrait pas faire de l'élevage, dans le sens où même s'il y avait une vache laitière et qu'elle voulait faire reproduire cette vache laitière, il n'y aurait pas le quota voulu. Donc en fait, ce serait impossible. Donc du coup, on se rend bien compte que si on veut être avec les animaux, on n'a pas d'autre solution, quand on les aime, de ne plus les manger, de ne plus les faire produire. Sinon, c'est égoïste. C'est ça. Oui, en fait, l'élevage, le meilleur, c'est celui qui cherche pas à être rentable et à faire produire les animaux. C'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Ouais. En fait, c'est impossible de faire produire et de se dire je les aime, parce que ça finit toujours mal, en fait. Il n'y a pas de belle fin quand on fait produire. C'est impossible. Et du coup, toi, quand tu arrives à ce constat-là, ça veut dire que tu as grandi, on va dire, en connaissance milieu agricole, tu as fait des études dans ce domaine-là, et en fait, tu t'aperçois que la meilleure façon, le meilleur élevage, entre guillemets, c'est celui qui cherche pas à rentabiliser les animaux, alors que c'est tout le premier pan, en fait, de ta vie, de tes études. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? En fait, ça m'attriste beaucoup à ce moment-là. C'est surtout sur le côté... Alors, moi, j'ai fait un choix personnel d'arrêter la viande et... C'est venu quand, ça? En fait, en travaillant au fur et à mesure au refuge, alors j'avais déjà beaucoup peu d'affinités sur le goût de la viande, sur ces choses-là, mais alors ça, du coup, j'ai très vite arrêté les produits comme ça, parce que je me suis dit, mais c'est clairement impossible de me dire, je vais me coucher ce soir en mangeant mon jambon et demain je vais aller soigner n'importe quel animal. Une prise de conscience à ce moment-là. Sur ça, c'était clairement impossible, quoi. Et en fait, ce qui m'a beaucoup attristé, c'est que je suis pas quelqu'un qui juge les autres personnes, et du coup en plus j'ai vu les deux mondes, et ce qui m'attriste le plus, c'est de voir que moi je suis devenue végétarienne, je suis jugée sur mon végétarisme, en fait. En plus, je suis végétarienne avec un penchant vegan, c'est-à-dire qu'en société, je consomme encore des produits laitiers chez mes amis. Par contre, chez moi, il n'y a plus aucun produit laitier ni d'origine viande, d'origine animale. Mais dès que je le dis, je suis jugée. Comme être dans une secte, quelque chose. Du coup, le mot secte, en plus, ça fait peur. On se dit, mais t'es devenue folle, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, mais non, en fait, j'ai juste fait un choix avec mes propres convictions. Je ne peux pas manger un animal et me dire, j'aime les animaux. C'est complètement dérisoire. Mais par contre, à côté de ça, je comprends que ça fait des années qu'on mange les animaux, ça fait des années qu'on entend parler de l'agriculture, et certaines personnes n'arrivent pas à voir le mal. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, étant jeune, je me suis mis un voile. Et j'ai été voir un abattoir, j'ai travaillé dans des élevages, et jamais je me suis dit, mais Marguerite, elle s'en va à l'abattoir, elle part faire quelque chose d'horrible pour que je puisse la manger. Et du coup, ce qui m'attriste, c'est qu'on arrive se dise pas spontanément, du coup, ce qui m'attriste, c'est qu'on arrive à casser les gens on essaye de les casser, qui essayent de montrer que, non, en fait, on pourrait vivre dans un monde où il y a beaucoup plus d'amour et justement vivre avec les animaux. Mais non, on arrive encore à laisser les œillères aux gens et à les laisser aller sur le chemin de, non, faut que je mange de la viande. Ça
rend fort, ça rend bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi, ça me bouge beaucoup dans le sens où, effectivement, le poids de cette opinion, en fait, qui est dur à porter, à tel point que même aujourd'hui, notre discussion, je te dis, on verra pas ton visage pendant notre conversation, parce que justement, le poids que ça peut avoir pour toi ou pour ton entourage, des gens qui vont faire le lien avec ta famille ou des choses comme ça serait tellement mal compris que ça pourrait leur porter préjudice ou te porter préjudice. Et ça, je trouve que c'est très dur. On a souvent tendance à penser qu'il y a que les végétariens et les véganes qui ramènent leurs croyances à table, mais force est de constater que manger de la viande se rapporte aussi à un univers de conception, de valeurs et de croyances qui implique tout ce que tu viens de nous décrire. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et en plus, on entend souvent dire bois du lait, ça bien aux autres, tu seras plus solide. Mange de la viande, ça ramène les protéines, donc tu seras costaud, tu seras fort. Et honnêtement, ça fait vraiment partie de ce côté croyance. On est vraiment resté sur un monde où on se dit c'est comme ça. C'est habituel et je continue. Et on juge toute la nouveauté. Donc du coup, étant donné que ne plus manger de la viande, c'est nouveau parce que ça fait pas des années et des années qu'on arrive à en parler, et du coup, non, on le rejette tout de suite et on en fait le mot secte. En fait, les gens qui cherchent le bien-être, l'amour, sont mis sur l'enfer, en fait. Ouais. C'est eux l'enfer, quoi. Ouais. C'est le contraste entre les deux, c'est impressionnant. Et bien souvent, je ne demande rien à personne, je suis très ouverte d'esprit. Devant moi, quelqu'un peut manger de la viande et je vais pas dire attention, c'est pas bien. Hein. Je vais rien dire, mais moi, si j'ai le malheur de dire moi, j'en mange pas. Ah là, par contre, moi, je suis complètement jugée. Je suis t'as pas des carences. Oui, c'est normal, t'es une fille, t'es sensible. Mais non, en fait. D'accord. Donc avec en plus toute la panoplie sexiste qui vient derrière. C'est ça. Bien sûr. Ouais, j'imagine. Ça doit être super difficile, d'autant que. D'un coup, tu dois devenir experte en nutrition pour te justifier, experte en philosophie pour expliquer pourquoi tu fais ça, experte en écologie ou je sais pas quoi. Donc ouais, c'est un combat quotidien, quoi. C'est beaucoup plus difficile de sortir du schéma que finalement de garder les œillères que tu décrivais, quoi. C'est tout à fait ça, et d'oser d'en parler et de continuer à être dans la société et avec du monde quand on a choisi de sortir en fait du moule. C'est très compliqué. Ouais. Et en plus encore aujourd'hui, donc du coup j'ai arrêté de travailler au refuge vraiment parce que ça reste quand même un travail assez physique et il y a quand même ce côté soin. Même si j'aimais être avec les animaux, j'aime les soigner en fait. Et donc du coup un jour je me suis dit j'aimerais bien être beaucoup plus proche du côté soin, vraiment la médecine animale en fait. Et donc du coup j'en avais parlé avec Caroline. Je voudrais changer et essayer autre chose. Et donc du coup aujourd'hui je suis devenue assistante vétérinaire. Donc j'ai la chance par contre d'être tombée, parce que du coup il y a plusieurs types de vétérinaires. Il y a vraiment les vétérinaires en fait qui sont plus sur tout ce qui est chien, chat, nouveaux animaux de compagnie, donc les cochons d'Inde, les hamsters, etc. Et il y a quand même les vétérinaires pour le milieu agricole. Donc moi j'ai quand même choisi de travailler dans une clinique où il n'y a pas du tout le côté agricole. Et en plus je suis dans une clinique en fait où on cherche vraiment à sauver et à soigner les animaux tout en soulageant le plus possible leur douleur. Il y a vraiment des tas de choses qui sont mises en place pour essayer vraiment de les aider au maximum. Donc ça rejoint énormément mes valeurs, parce que je sais qu'il y a certaines cliniques vétérinaires qui se rapprochent plus du côté agricole du coup. Et donc du coup, je suis ressortie de mon petit monde merveilleux où je suis comprise par des gens qui me ressemblent pour retourner dans un monde où même si on les soigne, on continue d'en manger. Parce que c'est pas un chien ou un chat, mais du coup, une vache, c'est qu'une vache, ça a pas d'intérêt, on l'a toujours mangé depuis longtemps, et donc du coup, je suis de nouveau jugée différemment, parce que du coup, c'est pas le milieu agricole, donc là, c'est pas, j'attaque pas directement, mais je sens bien que... tu sens qu'il y a un truc quand même? Ouais, il y a un petit truc. On en rigole, alors moi, je suis assez sur l'autodérision et assez ouverte d'esprit, donc j'en rigole avec eux et je leur fais comprendre où sont mes limites, et donc du coup je suis acceptée dans le sens où du coup je fais passer ça sur de l'autodérision, mais il y a toujours ce petit côté quand on fait des soirées, ah oui c'est vrai, toi faut te prévoir ton steak haché vegan du supermarché parce que tu mangeras pas comme nous, quoi. Ouais, d'accord. Il y a quand même, on souligne la différence. Ouais, il y a quand même la différence qui est vachement soulignée. Et même du coup quand tu es au travail par exemple. Donc, c'est peut-être un peu naïf, mais de se dire que quelqu'un a voulu consacrer sa vie à soigner des animaux, à prendre soin, pour être vétérinaire ou des choses comme ça. Quand il voit quelqu'un arriver avec ton parcours ou des choses comme ça,
c'est quoi son rapport à toi à ce moment-là? Est-ce que c'est aussi de la moquerie? Est-ce que c'est vu comme quelque chose de singulier et de bizarre? Ce que je peux entendre sur le veto agricole, dans le sens où lui, son objectif, c'est de maintenir l'appareil productif. Donc, une vache qui va pas bien, elle fait moins de viande ou elle fait moins de lait, bon, ok. Je peux entendre que ce soit moins dans le bien-être. Mais les vétos de chiens et chats, ils arrivent avec des gens qui ont un rapport individuel avec l'animal. Oui, mais dans un monde spéciste. Ok. Et vraiment très spécifique. Donc en fait, on soigne les chiens, les chats. Aujourd'hui, beaucoup plus les petits lapins de compagnie, les petits hamsters, etc. Parce que c'est des animaux vraiment aujourd'hui de compagnie qu'on voit tous les jours chez les gens. Oui, on mange du lapin, mais justement, je ne soigne aucun lapin d'élevage. Ouais. Et quand parfois on a des lapins qui viennent qui ressemblent un petit peu à on a par exemple la race des lapins des Flandres, qui sont vraiment des gros lapins et qui ressemblent du coup à un lapin d'élevage. Je l'ai déjà entendu dire, c'est un lapin d'élevage, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah ouais, c'est chaud. Il y a vraiment Du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ok, il y a le milieu agricole, etc. Mais en fait, le monde entier est devenu spéciste et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'œillères. C'est que vraiment, les gens ne se rendent pas compte que si une vache a autant de sensibilité qu'un chien ou un chat, faut juste lui donner l'occasion de la comprendre et de la recevoir. Moi, je sais que du coup, à la maison, je vis comme avec l'amour que j'ai toujours eu, comme au refuge je l'ai eu. Donc c'est-à-dire que j'ai des petites poules à la maison. Mes poules, elles adorent les câlins. Je les prends dans mes bras. Mon coq, il est adorable. Et du coup, les gens me font la remarque. Ah les animaux chez toi sont sympas. Oui, parce qu'en fait, ils ont le choix d'être avec moi et d'avoir l'envie d'être avec moi, d'avoir un lien avec moi en fait. Mais du coup, chaque fois que je retourne au travail, je sens que là on catégorise. Un peu comme si c'est le truc qui permettait de faire en sorte que le truc tienne à peu près debout. Vu qu'il y a des catégories qui sont très hermétiques, ça c'est un lapin qu'on mange, ça c'est un lapin qu'on mange pas. Ouh là là, lui c'est un lapin qu'on mange pas, mais il ressemble beaucoup à un lapin qu'on mange. Ça vient menacer un peu le château de cartes, en fait. En fait, on en fait de l'autodérision du coup. Okay. On a eu une fois dans notre clinique, parce que du coup c'est une clinique où il y a énormément de matériel. On a eu un veau qui est venu en tant que pour un scanner. Ça a été l'autodérision totale. Enfin, on en a rigolé. Et je me suis dit, non, en fait, personne ne comprenait pourquoi on allait jusqu'à passer un veau dans un scanner. Ouais, c'est comme si tu faisais passer ta barquette de lardons au scanner, quoi. C'était ça, en fait. C'était, mais pourquoi il est là? Qui dépense de l'argent pour un veau? C'était ça, en fait. Ouais. Qui a envie de soigner un veau? Parce que, au final, il va finir, on va le manger et c'est fini, quoi. Ouais. Et donc, du coup, vraiment, on en rigole pour vraiment passer au-dessus de la chose. Ouais, comme si prendre soin pour le simple fait de prendre soin, ça venait titiller quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Ça vraiment, on sent qu'il y a... Ça va créer un décalage malaisant, quoi. Ça crée un décalage malaisant et je pense incompris parce que... Moi, du coup, j'en profite souvent pour amener des amis, de la famille au refuge en demandant à Caro, est-ce que je peux emmener telle personne? Elle me dit, oh oui, vas-y, viens. Et très souvent, juste une après-midi avec les animaux ici, alors j'en joue un petit peu aussi. Par exemple, je sais qu'ici, au refuge, il y a une vache laitière, donc le symbole de l'élevage, qui est juste adorable et qui est très câline, donc vraiment très touchante. J'amène toujours mes amis et ma famille la voir parce que je sais que ça va toucher. Oui, tu les emmènes pas caresser le dindon. Non, non. Lui, il reste avec son caractère. C'est ça. Mais du coup, j'ai toujours cette remarque en fin de journée ou quelques jours après. Ah ouais, quand même, c'était un endroit merveilleux. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'était juste dit et après on redevient à la normale. On remet les œillères et on est reparti. Et donc du coup, je me dis vraiment, il y a cet ensemble de la société qui fait que on enrichit, on gangrène le côté si c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, on mangera de la viande, on tuera des animaux et tout ce qui va passer sur je sors du moule, faut surtout pas y faire attention. D'accord. Ouais, je vois très bien. Et alors du coup aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que ça y est, tu as trouvé ce qui te va? Est-ce que tu trouves assez de soins? Comment tu te sens? Alors aujourd'hui, oui. Je suis très heureuse en fait d'être passée par le refuge qui m'a permis de vraiment ouvrir les yeux, même sur mon personnel. Le refuge m'a permis vraiment de me dire mais pourquoi on fait ça? Donc de prendre mon propre choix et de me dire non, j'arrête de manger les animaux. Ouais. Donc du coup, je suis très heureuse aussi aujourd'hui du coup en tant que ASV.
donc du coup auxiliaire vétérinaire, parce que je suis vraiment sur ce côté soin, vraiment apporter le soin. Alors c'est assez rigolo parce que quand j'en parle avec mon compagnon, par exemple, quand je vais en chirurgie, c'est comme un chirurgien sur les humains et Ouais. on trouve ça vraiment bizarre de se dire j'adore ce que je fais, parce que du coup on est avec du sang, on est Ouais. avec des os, avec des choses voilà un petit peu qui dégoûtent, mais moi j'adore me dire bah aujourd'hui, j'ai un animal qui arrive avec une fracture et avec mon aide et avec le vétérinaire qui vient réparer cette fracture, l'animal ressort, le propriétaire arrive et là, c'est la grande fête pour tout le monde est heureux de se retrouver. Donc du coup, je m'épanouis tout autant dans le côté soin, mais en fait, c'est le côté société en fait qui me choque, c'est que avec mes collègues, je m'entends super bien. Et à chaque fois, ça revient sur le côté végétarien, le côté je mange pas de viande, le côté productif des vaches, des cochons. Non, ça n'a pas de sensibilité. Ça revient toujours. Donc du coup, personnellement, je suis épanouie, mais je me dis, mais la société, c'est drôle. C'est fou. On entend souvent que c'est c'est les végétariens ou les véganes, etc., qui sont les extrémistes intolérants. Et en fait, de ce que j'entends de ton récit, c'est un peu plutôt l'inverse en fait. Ah oui, on incrimine les gens qui sont végétariens ou véganes et qui essayent de sauver et de soigner des animaux, alors qu'au final, le jugement est tout aussi réciproque dans l'autre sens. Enfin, oui, c'est ça. Moi, je suis hyper reconnaissant et hyper content, entre guillemets, qu'on puisse avoir ce témoignage qui est hyper fort que tu viens de nous livrer là. C'est trop bien. Merci beaucoup de ouf pour tout ce que tu nous as dit. C'est trop bien.